Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être, présents pour ce webinar. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. Donc on démarre une nouvelle série, et bah, je suis très contente, d'accueillir Sylvain, que je connais bien puisque ça fait un moment qu'on travaille ensemble, mais, on va se présenter, pour que vous sachiez un petit peu, qui on est. Donc ça va durer alors, on teste le format, donc là, on s'est dit 45 minutes. Si ça déborde un peu, nous, on est dispo si vous avez des questions, donc il y a pas de souci et puis ce sera cool d'avoir vos retours, si vous avez aussi, un avis sur le format. On est très preneurs. À toi l'honneur, tu es mon invité du jour, Sylvain, je te laisse, te présenter. Merci Maëlys. Donc voilà, moi c'est Sylvain Malapelle. Ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille chez Decathlon. Et ça fait maintenant 1 an et demi à peu près que j'ai rejoint les ressources humaines. Alors il faut savoir, ça c'est important aussi pour la suite, moi j'ai une formation d'ingénieur généraliste plutôt axée production mécanique, pas forcément de spécialité dans l'IT. Mais quand je rejoins Decathlon il y a 10 ans, ben, je vais travailler comme ingénieur produit dans l'équipe des vélos enfants. Et depuis 1 an et demi, donc j'ai rejoint la QVCT, donc la qualité de vie et les conditions de travail au sein des ressources humaines. Et là, je m'occupe de deux choses. La première, bah, c'est animer le projet autour de l'accessibilité numérique chez Decathlon. La deuxième chose, c'est animer la mission handicap aussi chez Decathlon. Alors, on voit que ça tourne pas mal autour du handicap, forcément, ces missions. Il faut savoir que moi, je suis touché par une sclérose en plaques depuis 23 ans maintenant. Et cette maladie, elle a un côté un peu full option au niveau handicap. Donc, que ce soit des handicaps sensoriels, forcément la motricité, mais un peu la vue, etc. Donc, voilà. Donc, forcément, ce genre de projet, ça me parle et ça me touche directement. Donc, voilà, ça fait donc maintenant un peu plus d'1 an et demi que j'ai rejoint l'accessibilité numérique, que j'anime l'accessibilité numérique et que j'ai rejoint la mission handicap dans son animation sur les services. Merci. Moi, je vais me présenter quand même. Donc moi, je m'appelle Maëlys Boitiot, je suis, consultante en accessibilité numérique chez Urbilog Compétences, que certains d'entre vous connaissent certainement et moi, ça fait, quasiment, ça fera bientôt 2 ans que j'ai rejoint les équipes d'Urbilog et du coup, à peu près 1 an et demi que je travaille, avec Sylvain. On a démarré ensemble, sur le projet, on a appris ensemble, on a fait Mmh. des erreurs ensemble, voilà. Et on s'est dit que ce serait une bonne, opportunité de vous parler un peu de tout ça, des difficultés qu'on a rencontrées, comment on a fait pour les lever, des nos victoires aussi, c'est important. Et surtout parce que, voilà, c'est une boîte comme Decathlon, c'est quand même une boîte avec, de très grosse taille, qui comporte énormément d'outils. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux de savoir comment est-ce que, on a fait pour entamer les démarches. Et du coup, c'est une très bonne, je m'auto-transitionne avec ma première question. Sylvain, est-ce que tu peux, m'expliquer, comment est née la démarche, d'accessibilité chez Decathlon? Oui, alors cette démarche, elle commence il y a 2 ans, où c'est une de nos juristes, Jennifer, qui lève la main en disant: «Attention, moi j'ai vu dans ma veille qu'il y avait un pavé là sur l'accessibilité numérique, comme quoi, beh, nos outils numériques, devaient, être accessibles aux personnes en situation de handicap». Et Jennifer, elle commence à taper à différentes portes pour voir qui va prendre en charge ce projet. Alors, elle va taper du côté de l'IT, mais l'IT dit, ben, voilà, moi, je ne connais pas bien le handicap, il faudrait voir peut-être plutôt avec la mission handicap. Donc, à ce moment-là, ça arrive à la mission handicap, et la mission handicap dit, ben, moi, j'y connais rien à l'IT. Et donc, il fallait trouver ce profil, en fait, à la fois technique, alors, même si technique, c'est plutôt dans la gestion de projet, finalement, et puis une partie aussi sensible au handicap et puis aux difficultés qui peuvent être rencontrées. Et donc, je vais lever la main et assez rapidement, en fait, en contactant un des co-dirigeants de Decathlon France, on va lancer ensemble la démarche sur l'accessibilité numérique en disant, ben voilà, il y a ce côté. Alors,
Certes, moi, je suis plutôt autour de la QVCT, mais aller vers la partie, aller chercher, démarcher la DSI pour faire en sorte d'avancer. Et donc, il y a cette, ça commence comme ça. Alors la toute première étape, ça a été en fait la prospection. Donc je ne suis pas encore, sur ce projet-là, mais c'est la tête de Decathlon France qui va, prospecter, Urbilog à ce moment-là pour, commencer à rentrer en contact, voir un petit peu, en quoi ça consiste, ce projet et comment on va pouvoir être accompagné. Et donc, il y a 18 mois maintenant, au mois de juin 2021, là, on lance officiellement le projet et avec Urbilog, en accompagnement pour faire en sorte de propager l'accessibilité numérique au sein de nos différentes équipes. C'est Ça, important, je rebondis, pardon, juste, je c'est rebondis juste sur, le fait que, tu précises bien que, l'appui d'un dirigeant, ça a été quand même un sacré, booster? Ah, mais c'est plus que ça même, parce que là, ça a été vraiment nécessaire. C'est-à-dire que quand on ouvre le chapitre d'accessibilité numérique, on se rend compte que, voilà, on est en 2021. Les échéances légales, elles sont 2019 et 2020, hein, pour les sites web et pour les applications pour une entreprise comme la nôtre. Donc, on est en retard. Donc, il faut donner un grand coup d'accélérateur, il faut y aller franco. Et là, forcément, ce n'est pas le moment de commencer à se poser des questions, qui y va, Mmh. etc. Il faut y aller. Donc, dans un premier, le premier démarrage, il est en mode on y va, en gros, on fonce. C'est pour ça aussi que finalement, le projet va se structurer, il évolue. Donc, depuis le début, il évolue encore pour faire en sorte d'avancer. Mais effectivement, avoir un dirigeant, avoir le board qui nous accompagne, sur ce sujet-là, c'est juste nécessaire en fait. C'est juste nécessaire. Ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande beaucoup d'investissement de la part de chacun, et c'est OK. La deuxième chose à rajouter par rapport à ça, c'est que chez Decathlon, il y a un côté aussi, c'est les valeurs du sport, c'est le sport accessible à tous. Donc, forcément, à ce moment-là, l'argument, il est relativement simple aussi de dire: «Mais attendez, on ne peut pas aujourd'hui, ne pas s'adresser aux personnes en situation de handicap et se priver en plus de les personnes en situation de handicap en France et dans le monde, en fait, hein, on va retrouver les mêmes chiffres, il y a pas de raison que ce soit différent dans les autres pays. C'est si on prend tous les handicaps cumulés, c'est 20 de la population. Donc bien sûr qu'on doit s'intéresser à eux, bien sûr qu'on doit leur tendre la main, faire en sorte leur faciliter la vie pour avancer. Donc ça fait partie aussi des valeurs de la boîte. C'est des valeurs qu'on doit retrouver dans pas mal de boîtes, je pense. Mais nous, ça nous touchait profondément. Et donc c'est comme ça qu'il y a maintenant, donc juin 2021, hein, ça fait effectivement 18 mois, on lance officiellement la démarche sur l'accessibilité numérique. Du coup, je vais te laisser, expliquer un peu ce qui s'est passé en 2021, mais j'aimerais bien que du coup tu nous donnes un peu c'était quoi les objectifs? Donc à partir du moment où vous avez lancé la démarche, qu'est-ce que vous aviez en tête pour 2021 et pour 2022? 2021, les 6 premiers mois, il faut déjà poser les bases du projet. Il faut le structurer, il faut partir avec. C'était le moment de faire un état des lieux. Euh, je vais revenir tout de suite après dessus. Et donc, c'est de savoir de où on part. Voilà, en gros, 2021, de structurer, de lancer. Ce sont les 6 premiers mois. 2022, c'est on rentre dans le vif du sujet. Là, il faut rentrer dans la partie les différents audits, etc. Comment on va avancer. Donc, c'est aussi beaucoup de discussions qu'on a ensemble avec vous et avec toi notamment, Maëlys, sur la partie comment on va s'organiser, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on invente comme outil pour faire en sorte d'avancer, d'être efficace. Le but du jeu, c'est de créer un peu un électrochoc et d'emmener l'entreprise sur le chemin de l'accessibilité numérique. Donc, beaucoup beaucoup de choses voilà, vont s'enchaîner comme ça sur 2022 en mode push en fait. On va chercher les équipes, etc. Et je vais revenir sur le fonctionnement après. Et puis voilà, et le but du jeu, effectivement, là, on ouvre sur 2023, donc un peu la phase 3 de notre projet, en disant mais comment on crée, comment on capitalise sur ce coup de starter là qu'on a mis
sur 2022, pour faire en sorte que les équipes soient les plus autonomes possibles, pour faire en sorte que l'accessibilité numérique devienne un sujet qui soit naturel, qui soit intégré dans le fonctionnement de toutes nos équipes et pour faire en sorte que, bah, à partir de maintenant, déjà, on ne crée plus de dette, hein. 2022, il y avait un côté, on rattrape la dette et c'est pas terminé. Mais on ne crée plus de dette, on fait en sorte que demain, les équipes soient le plus autonomes possible. Alors du coup, si tu peux revenir, sur l'état des lieux et parce que comme je le disais au début, je pense que, beaucoup d'entreprises, se demandent, bah, comment est-ce qu'on démarre? Par quoi est-ce qu'on démarre? Alors, beh, on en parlait tout à l'heure, le problème de Decathlon, c'est que c'est quand même un géant, voilà et ces outils numériques en plus, c'est un géant qui est vivant, hein. C'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, on n'a plus les mêmes outils et cetera, donc il faut savoir s'adapter. Il faut savoir toujours, être à l'affût de ce qui se passe, des évolutions, de ce qui apparaît ou ce qui disparaît. Toujours est-il que notre premier travail, hein, ce qu'on a mené ensemble, Maëlys, au début, c'est l'inventaire. Voilà, c'est comment on va cartographier l'ensemble de nos outils autour de l'accessibilité numérique et on se retrouve avec plusieurs milliers d'outils, quoi. Quand on s'adresse aux personnes, on est à plus de 3000 outils, avec forcément, quand on cumule tout, hein, à la fois, on a parlé de Google Sheets, on a les outils qui sont tournés, c'est ça aussi, les outils qui sont tournés vers les clients, les outils internes. Il y a plein de choses à gérer. Et là, effectivement, hein, quand j'apprends que il y a 3600 sites à gérer en interne. Je me dis, ouh là là, la partie de l'exhaustivité que nous demande la loi, ça va être compliqué et donc il va falloir trouver des stratégies. Mais il n'empêche que, dans un premier temps, on dresse cet état des lieux et le but du jeu, ça va être rapidement de dire, ben, comment va-t-on faire pour lancer la démarche, sachant qu'on ne peut pas tout lancer en même temps. Et donc, pour lancer la démarche, on s'est basé sur, je vais dire, allez, 2 critères, 3 critères. Le premier critère, c'est déjà de dire: «On va travailler sur les outils qui sont destinés à nos clients». Pourquoi? Alors certes, on peut voir le côté, forcément, financier, économique de l'affaire, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de clients qui sont en situation de handicap encore que de collaborateurs. Donc forcément, les attentes, elles sont les plus fortes à cet endroit-là. Donc, la première étape, comment on travaille, comment on va faire démarrer cette démarche d'amélioration, autour de l'accessibilité auprès de nos clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, mais finalement, aussi en interne, l'accessibilité numérique, c'est un critère pour la diversité autour du handicap dans l'entreprise. Et donc, quels sont les outils que l'on va traiter? Et c'est là où on a cette galaxie d'outils différents. Et donc, on a réussi à récupérer les 50 outils qui sont les plus utilisés. Voilà. Et alors, après, il y a des maillages, il y a des outils qui sont constitués de plusieurs outils, et cetera. Bon, peu importe, il y a un tri à faire, mais il n'empêche que le critère, il va être là, il va être sur les outils qui sont le plus utilisés, comment on va travailler sur ces outils-là. Et le dernier critère qui me paraissait important, c'était de dire, il y a quelques outils dont on n'a pas besoin, qui ne sont pas les plus utilisés parce qu'on y va une fois, et puis on n'y retourne pas. Mais ces outils sont nécessaires pour l'intégration de n'importe qui au sein des postes. Et donc, on les avait appelés les essentiels. Par exemple, quand vous allez choisir les outils sur lesquels vous allez travailler, voilà, vous venez demander un accès à différents outils. Mais si vous ne savez pas le faire au moment où vous arrivez, vous intégrez l'entreprise, c'est compliqué pour vous de concrétiser votre intégration et de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, il y a quelques outils comme ça aussi qui ont été identifiés pour faire en sorte d'avoir ces priorités et de se dire finalement par quoi on va commencer. Et donc, le temps de tester tous ces outils. Il y a tous les outils, oui, il y a ça aussi. C'est qu'au moment où on fait notre inventaire, on a des outils qui sont en développement interne, on a des solutions qui sont des solutions fournies aussi. Et donc voilà, il faut aussi avoir un tableau qui nous permet de dire sur quoi je vais pouvoir agir demain. Et je n'agis pas de la même façon sur un outil qui est développé en interne, où je maîtrise tous les éléments et je vais pouvoir faire les modifications qu'il faut, ou un outil
qui est acheté. Et donc là, comment j'intègre aussi? Alors, qu'est-ce que je peux changer de mon interface pour faire en sorte qu'il soit quand même plus accessible? Mais surtout, comment je vais travailler demain avec mes fournisseurs pour faire en sorte que les nouvelles solutions qui vont être achetées vont intégrer des critères d'accessibilité numérique. Donc, toute cette phase-là, c'est la première phase, ce sont les 6 premiers mois du projet. Bah, c'était costaud, hein. On est allé, visiter, beaucoup de sites pour, voir, et puis les répertorier, dire: «Bah, voilà, celui-ci, c'est un interne, celui-ci, il est important, celui-ci fait partie de notre top 50». Donc ils remontent dans la liste pour voir sur quels outils nous allions travailler. C'est vrai que la difficulté qu'on a rencontrée chez Decathlon, c'est qu'en fait, il y a personne qui avait, la connaissance ultime de tout ce qui existait, en fait. Donc on n'avait pas d'interlocuteur unique qui pouvait nous dire: «Bah, voilà, cet outil-là, il permet de faire ça, celui-là, il va être fondu, celui-là» et cetera. Et donc en fait, on a dû chercher nous-mêmes. D'abord, comme tu dis, on a été, simplement les visiter et puis ensuite on a essayé de trouver, un interlocuteur pour chaque outil. Donc je pense que c'est d'où les 6 mois, parce que ça peut paraître long en se disant: «Un état des lieux, 6 mois», mais c'est tout ce travail-là de fourmi, parce qu'on n'avait pas, une seule personne en face qui avait forcément la réponse. Peut-être que dans d'autres, entreprises, vous aurez la chance, d'avoir, ces sachants-là, mais c'est vrai que chez Decathlon, ça a été une des difficultés effectivement. Ouais, on est dans une entreprise qui est assez décentralisée, même si ça se structure énormément, hein, sur la partie, IT, mais voilà, avec beaucoup d'autonomie, dans les équipes, et ce qui fait qu'on a récupéré, voilà, cette quantité, d'outils, à traiter. Mais une chose aussi qui est importante en parallèle de cette première étape, que l'on a lancée de répertorier, de faire un état des lieux, ça a été, on a entamé assez rapidement les sensibilisations. Donc là, à partir du moment déjà où on voyait se dessiner les outils qui allaient être les incontournables. Voilà, le site web decathlon.fr, on savait que ça allait être un des premiers outils sur lesquels on allait travailler. Et à partir de ce moment-là, on a lancé des sensibilisations, simplement donc avec Mathieu, qui est un des dirigeants d'Urbilog, et Mathieu qui est en situation de cécité, qui est aveugle. Et Mathieu est venu nous montrer, simplement, donner du sens, ça c'est primordial, donner du sens à la démarche. Et il est venu juste nous montrer, voilà, dans cette sensibilisation qui durait 2 heures, hein, on parle on fait des exercices, enfin voilà, il y a un côté assez ludique aussi. Il nous a montré aussi comment, ce que ça donnait l'utilisation de notre outil, quand on était en situation de handicap, quand on était aveugle. Et là, force est de constater devant la démonstration que c'est pas possible de faire vivre ça à nos clients, quoi. Donc, ça redonne une motivation, ça remet une couche, en fait, en disant: «Ah oui, ah, en fait, on se rend pas compte, mais ce sont les difficultés qui sont rencontrées. Donc comment on va faire en sorte que demain, bah, l'expérience de nos clients, l'expérience de nos collaborateurs aussi, elle soit, simplifiée, et qu'on puisse, avoir un parcours bah, qui soit OK, qui corresponde aussi à ce qu'on a envie de proposer, chez nous». Ouais, et je pense qu'on tu me corriges si je me trompe, mais je pense qu'on a aussi un peu vu du coup la différence entre les personnes qui ont d'abord assisté à la sensibilisation et qu'on a ensuite contacté pour dire: «Bon, bah, maintenant, on aimerait bien faire un audit de ton outil», et les personnes qui n'avaient pas forcément eu la sensibilisation. On a bien vu qu'il y avait un écart. Alors c'était pas forcément une question de mauvaise volonté ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a le déclic pour certains et pas pour l'autre, qui fait que derrière, on n'a pas forcément pu enclencher les choses, aussi rapidement avec certains, parce qu'il y en a vraiment où, à peine sortis de la sensibilisation, ils nous disaient: «Non, c'est pas possible, ouais, dès demain, j'en parle à mon équipe, on va faire un truc», et donc je pense que ça, c'est effectivement, une des premières choses, sur lesquelles, il faut, se lancer quand on est surtout dans une boîte, d'une telle envergure, c'est, essayer de sensibiliser au maximum. Comme tu le dis, c'est, 2 heures, dans une journée. On a eu du mal aussi, hein, à recruter, pour ces sensibilisations, parce que ça touche tellement de monde, que, c'est compliqué, d'avoir de l'engagement. Mais, en tout cas, on s'est rendu compte sur les, je sais plus, 3 sessions, qu'on a faites, me semble-t-il, 3 ou 4, 4 sessions qu'on a faites, que derrière on a quand même eu, des répercussions positives, à la suite de ça, quoi. Oui, puis une chose qui a rajouté aussi, c'est que au fur et à mesure des sessions, on avait de plus en plus de monde, hein. Oui,
On a terminé avec des sessions qui étaient full, voilà. Alors qu'au début, on était sur du partiel. Donc, il y a aussi le bouche à oreille qui se fait. Il y a des choses comme ça qui se transmettent de l'importance de la démarche et qui font que, effectivement, ça devient de plus en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur. De toute façon, on se rend compte que c'est un mouvement qui fait boule de neige. Oui, on a eu de plus en plus de monde par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, à partir du moment où les gens étaient à la session de sensibilisation, pour eux, derrière, en plus, la démarche, c'était OK, quoi. Ils voyaient où est-ce qu'on voulait aller, et cetera. Il y en a d'autres qu'on est allé cueillir en disant: «Bah, écoute, voilà, toi, tu es sur un outil stratégique», ça a été, donc ça, c'est justement cette étape 2 de cette étape de 2022, où on est allé chercher des équipes en lui disant, voilà, c'est un enjeu, l'accessibilité numérique est un enjeu important. Toi, tu fais partie des outils stratégiques, et donc, on y va ensemble, et on a été en mode push. Mmh. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des équipes, pour faire en sorte de lancer, la démarche accessibilité numérique, sur les outils qu'on avait jugés prioritaires. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces audits justement? Quelles étaient les ambitions et comment on a procédé? Et je pense que ça fera une bonne transition après, avec, qu'est-ce qu'on a tiré de tout ça? Quels enseignements on en a tirés? Alors effectivement, donc la question se pose fin, 2021 de comment on va se lancer? Qu'est-ce qu'on va faire? Et en gros, à ce moment-là, c'est de dire: «On met toute notre énergie, on rattrape le maximum, de dettes techniques, possibles et on regarde ensemble ce qu'il est possible de faire» et on tombe un peu arbitrairement, mais on se dit: «Bah, voilà, le maximum pour nous, c'est 40 audits». C'est 40, outils qui vont être, audités et sachant que, à ce moment-là, on se lance sur 3 formats, d'audits, différents, qui sont un audit complet, où là, on a un audit sur l'ensemble des critères du RG2A avec, en plus, derrière, forcément la levée des non-conformités et la proposition d'une solution pour corriger, l'outil. Ça, c'est l'audit complet. L'audit simple, il va parcourir l'ensemble des critères du RG2A, mais il va lever les non-conformités, mais il ne va pas aller jusqu'à la proposition de la solution. C'est déjà beaucoup plus simple. Et puis, on s'était inventé aussi, pour toucher le maximum de sites, des audits flash qui, eux, étaient basés sur la moitié à peu près hein, des critères. Il y a 56 critères, on était sur l'audit flash, Maëlys, c'est ça? Je pense. Ouais, à peu près. Et 56 critères. Donc, on ne teste pas tout, mais on a déjà une idée du niveau d'accessibilité de l'outil qui est contrôlé. Donc, trois formats différents, sachant que les formats qui nous permettent d'avancer vraiment sont forcément le complet et le simple, qui vont, eux, jusqu'à la déclaration de conformité, et puis derrière, la mise en place d'un plan d'action pour améliorer les outils qui sont concernés. Donc, on va se planifier comme ça une, une quarantaine d'audits sur 2022. Et alors, ça démarre à partir de. Le premier, c'est février, je pense. Hein, Ouais, c'est ça. non, avec decathlon.fr, avec le plus gros des sites, mais aussi celui qui a des moyens conséquents. Et petit à petit, on va avancer comme ça sur les différents points. Il y a un élément qui va être primordial aussi dans cette campagne d'audit qui va arriver assez rapidement, c'est le travail avec le design system. C'est-à-dire que à la fois, il y a le côté à traiter les différents outils, mais à la fois, il y a dès le début ce besoin de structurer la démarche d'accessibilité numérique et donc de dire, mais comment demain je vais avoir une équipe, je vais avoir des briques dans lesquelles je vais pouvoir venir piocher qui vont me permettre de créer, de développer, d'avoir des designs qui sont compatibles avec l'accessibilité numérique. Et d'ailleurs, le design system était déjà bien sensibilisés aux choses parce qu'ils avaient déjà un score très haut quand on a fait leur premier audit, hein, ce qui n'est pas le cas des autres parce que forcément, hein, quand les outils sont développés et qu'on n'a pas conscience des contraintes,
bah, on se retrouve avec des taux qui tournent plutôt aux alentours d'une trentaine de pourcents, hein, en moyenne. Là, le design system, ils étaient déjà, eux, bien au-dessus. Et tout de suite, ils ont voulu en remettre une couche pour être au maximum. Et je crois aujourd'hui, ils sont à 95%. Enfin voilà, on est sur un design system qui est une source d'outils pour l'accessibilité numérique qui est importante. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la clé de voûte du projet pour faire en sorte de nourrir les différents outils qui se développent. Donc voilà, on a cette équipe-là là, qui va aussi porter l'accessibilité numérique sur les différents points. Et puis, d'autres équipes comme ça qui vont être touchées entre les différents sites web, dont je le disais, un client, les principaux sites utilisés dans les services, dans les RH, par exemple, dans la partie, tout ce qui est l'outil de recherche, etc., ben, ce sont des outils qui sont utilisés par tout le monde. Tout ce qui est le magasin, forcément, les outils en magasin sont énormément utilisés. Et l'année prochaine, parce qu'ils sont en changement, voilà, l'année prochaine, ce sera la logistique, c'est pour couvrir l'ensemble du scope de Decat. Une chose aussi qui est arrivée pendant cette étape des différents audits, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, notre audit flash, il donnait de l'information, mais quand même, il n'accompagnait pas beaucoup les équipes. En fait, il y a une histoire aussi de coût, forcément, entre les trois audits. Hein, entre un audit complet qui vous apporte les solutions, l'audit simple et l'audit flash, on est forcément sur des coefficients, sur des prix qui sont complètement différents. Mais c'est un peu pervers parce que finalement, l'outil qui est le plus accessible, voilà, on se dit, bah, on va choisir celui-là parce que pour commencer, c'est plutôt pas mal. C'est aussi celui qui donne le moins d'informations. Donc finalement, qui serait adapté aux équipes, l'audit flash, ce sera adapté aux équipes qui sont déjà les plus matures, voire même, en fait, ils ne donnent pas assez. Pour nous, on a trouvé qu'on ne réussissait pas à rebondir facilement derrière. Et donc finalement, cet audit flash qu'on a pas mal lancé dans le premier semestre 2022, bah, tout doucement, il va avoir tendance à diminuer sur le deuxième semestre au profit d'audits simples et complets qui apportent plus d'informations. Et tout ça pour dire que de ce fait-là, on n'est pas à 40 outils qui vont être audités à cette année. On va être à 32, quelque chose comme ça, mais avec des outils qui sont autrement plus complets et donc où on est allé encore plus loin. C'est ça, c'est que finalement, on a un peu changé de stratégie en cours de route, comme tu le disais Sylvain, où, les audits flash, ça c'est un peu, je vais pas dire au doigt mouillé, mais presque, tenter de donner un niveau d'accessibilité. Mais on s'est bien rendu compte que les équipes derrière étaient un petit peu, se sentaient un peu démunies, qu'elles devaient, tout faire par elles-mêmes. Et donc si les personnes n'étaient pas formées, ou ne serait-ce que sensibilisées, et cetera, bah, en fait, globalement, c'était pas exploitable, ou très difficilement. Donc effectivement, on a un peu changé de stratégie au fur et à mesure en disant: «Bon, on va au moins privilégier l'audit simple, qui permet pas d'avoir le détail de tout, mais qui permet au moins d'avoir les 106 critères du RG2A, et qui est déjà, beaucoup plus, facile à exploiter». Et après, bien sûr, le complet, c'est celui qui est un peu clé en main et qui donne, toutes les erreurs et toutes les corrections. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cette Oui, partie-là? puis en parallèle de ça, alors de toute façon, c'est aussi petit à petit de dire il faut des relais, il faut des gens qui portent aussi le message de l'accessibilité numérique dans les différents métiers. Puisque ben, en parallèle, on a aussi la rédaction du schéma pluriannuel, il faut avancer là-dessus. Donc la partie ressources humaines, puis des formations. Il faut former, il faut lancer les choses. Donc comment on lance les formations, comment on s'appuie sur notre partenaire, sur vous, dans un premier temps, et qu'on grandit petit à petit, en autonomie. Comment on fait pour faire en sorte de propager, voilà, de communiquer autour de l'accessibilité numérique. Et là, ça veut dire aussi pendant cette année 2022, et il y a une partie de l'équipe qui est là, d'ailleurs, avec nous en ce moment, c'est l'arrivée des référents, des gens qui vont lever la main en disant, ben, voilà, moi sur le design, moi sur le développement web, moi sur les audits, j'ai envie d'avancer, d'aller plus loin, etc. Et donc, il y a un réseau autour des applis aussi,
il y a un réseau qui se met en place de référents en interne qui peuvent répondre plus spontanément aux questions que peuvent se poser les équipes auditées voilà, rapidement. Alors, soit on est sur un côté où vous pouvez avoir, vous, avec Urbilog, on peut avoir un accompagnement plus costaud, plus robuste, et pour des questions qui sont plus spontanées, je veux dire, qui permettent d'avancer, avoir en interne, voilà, ce réseau qui, petit à petit, se structure, s'élabore pour faire en sorte que demain, le, le thème de l'accessibilité numérique soit partagé au sein de toutes les équipes. Ouais et c'est vrai que je rajouterais que ça a toujours été, une volonté de ta part et qu'on partage, de donner l'autonomie aux équipes, ne serait-ce que parce que, nous, en Bilog, on n'est pas capable d'absorber, la charge des, centaines d'outils, qui viendraient nous poser des questions. Et puis aussi parce que, les informations, passeront toujours mieux, si ça vient de l'interne que si c'est, de quelqu'un d'extérieur et donc on l'a bien vu, hein, quand nous on même toi Sylvain, comme tu es un peu à part, comme tu es côté RH et que tu es pas dans les équipes, on a senti parfois que le message passait pas du tout de la même manière quand c'était nous qui arrivions en mode, «Coucou, on vient vous parler d'accessibilité numérique», que quand c'est des gens, qui sont directement intégrés aux équipes et qui sont référents et qui vont en parler autour d'eux. C'est complètement différent donc ouais, ils sont dans le webinar donc petite dédicace, j'en vois certains. Merci pour ça. Est-ce que, dans les enseignements que tu as tirés et qu'on a tirés, il y a d'autres choses, que tu aimerais soulever? Ce qui marche, en fait, ce à quoi ce qui me va bien moi, c'est le côté, voilà, ce côté de donner l'impulsion, d'y aller en mode, on y va, on laisse c'est pas trop mon fonctionnement naturel ça, de pas laisser le choix aux gens, d'y aller en disant, là, vous avez été choisi, on y va, mais c'est comme ça qu'il faut démarrer, il faut créer l'étincelle pour que ça parte, et après, effectivement, l'objectif, c'est de faire en sorte que ça devienne le plus naturel possible. Ça a été c'est aussi d'avoir simplement l'humilité de dire: «Écoutez, vous êtes au début, de la démarche». Je parle par exemple pour les premiers outils qu'on a audités. Pour les retours, alors à chaque fois, il y a un retour qui est fait avec, plein de détails, mais il y a plein de questions. Alors les questions au début, on les découvre un peu, donc il faut avoir l'humilité de dire: «Écoute, je reviens vers toi avec les réponses». C'est aussi le projet qui se lance, et derrière ça, d'évoluer de plus en plus, donc de se structurer, de comprendre de quoi on a besoin, comment ça se passe, d'acquérir aussi le côté, moi je suis toujours frappé par la bonne volonté, l'envie des équipes de faire bouger les choses, et il faut capitaliser à fond là-dessus, hein. C'est pour ça que c'est important cette démarche de donner du sens, de rencontrer. Donc comment on fait en sorte de donner, cette impulsion, et puis après petit à petit, on peut, par contre, ce fonctionnement-là, il peut pas se faire ad vitam aeternam, quoi. Et de toute façon, même 40 outils, c'était beaucoup, sur une année, c'était ambitieux et tant mieux. Par contre, à coup de 40 outils, si on a 3000 à faire, on n'est pas prêt d'avoir terminé, quoi. À coup de 40 outils par an, on voit bien que ça peut pas marcher comme ça. Donc il y a différentes étapes à passer. Cette étape-là, c'est une étape de lancement, voilà. On va pouvoir, lâcher ce booster-là, qui a été, utilisé sur 2022, même si on continue avec, ce fonctionnement-là encore, du moins partiellement. Et puis la deuxième chose, effectivement, de travailler avec vous cette partie d'autonomie pour faire en sorte que, au même titre que la data privacy, que le RGPD ou quoi que ce soit, on puisse, heu, être de plus en plus, moi mon rêve, c'est il y a un côté complètement intégré, faire en sorte que ce soit naturel, qu'il n'y ait plus une page, qu'il n'y ait plus un outil qui sorte, sans être accessible numériquement. Alors j'ai une question dans le chat. Bonjour, désolé si ça a déjà été dit. Les référents ont été choisis ou bien c'était sur la base du volontariat? Comment le rôle de référent s'est mis en place dans les équipes? Alors clairement, c'est sur la base du volontariat. Hein, ça, c'est aussi, pas mal dans la culture de la boîte, hein, où, moi je vais revivre ça par exemple avec la mission handicap, hein. Mes référents handicap, ce sont des gens qui lèvent la main, qui disent: «Moi je suis intéressé, j'ai envie de travailler là-dessus». Donc c'est venu, les premières personnes, voilà, Sabrina, Gaspard, sont arrivés à ce moment-là de l'équipe Design System qui était, déjà bien, heu,
heu, dans le comment? Qui était dans le mood et puis après, bah, petit à petit, l'équipe, elle se renforce. Il y a des mains tendues, voilà, il y en a qui lèvent la main, quelquefois, il y a des mains tendues. Mais le but du jeu, c'est de faire en sorte que ça devienne que ça vienne de gens qui sont, qui ont le projet, qui ont le sujet dans leur trip, quoi, dans leur valeur. Ça marche. J'aimerais bien qu'on fasse un petit zoom sur decathlon.fr, qui a été un projet un peu spécial puisqu'il y a eu, des actions, un peu spéciales qui ont été mises en place sur decathlon.fr. Est-ce que tu peux nous en parler? Puisque c'est quand même on l'appelle, entre nous le vaisseau amiral, et donc vous imaginez bien que, alors ils ont c'est un des premiers qui a été, audité. Leur taux était, effectivement pas très, enfin assez bas, on va être honnête, et eux, ils ont décidé de faire plus qu'un coup de booster. C'est un booster fois 1000. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ce qu'eux ont décidé de faire? Beh, ça, c'était convenu aussi, dans notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que ce soit, on a déjà parlé des formations, on a parlé, de l'accompagnement. Alors forcément l'accompagnement sur la gestion de projet, mais aussi sur l'accompagnement technique, tout ça. On avait prévu ça, dans le partenariat qu'on avait avec vous, Urbilog. Et donc, quand, decathlon.fr a récupéré, son taux d'accessibilité, qu'il a pu s'approprier, les différentes non-conformités et cetera, il s'est rendu compte il s'est fixé ses objectifs et il a commencé à poser ses actions pour faire en sorte d'avoir un taux qui soit à la hauteur de ses ambitions. Il s'est rendu compte en fait qu'il y avait un problème aussi de moyens humains pour travailler sur ce sujet-là. Et à partir de ce moment-là, on a lancé une coopération avec des personnes de chez vous pour faire en sorte qu'elles puissent venir intégrer temporairement les équipes, hein, finalement ça revient à ça, venir bosser avec nous pour faire en sorte d'améliorer l'accessibilité du site pour aboutir ensuite à une deuxième étape de contre-audit, de faire le point sur tout ce qui a été avancé et de modifier le taux et de faire en sorte que Decathlon. Alors, la première chose, c'est qu'en modifiant le site, bah, tous les jours, Decathlon.fr est un peu plus accessible. Hein, on vient contribuer à ça. Et puis après, on pourra revendiquer avec un contre-audit l'évolution de notre parcours pour faire en sorte que bah, on a un outil, effectivement cet outil qui fait partie Decathlon.fr, moi j'étais même surpris, il fait partie des 10 sites les plus utilisés en France. Donc ben, voilà, on a des comptes à rendre à nos clients et donc on met les moyens pour faire en sorte que cette amélioration puisse être efficace. Effectivement, ils sont vraiment partis de cette problématique qu'on a souvent, hein, avec nos clients, moi j'ai la volonté de travailler sur l'accessibilité, mais j'ai pas forcément les ressources parce que j'ai, 1 000 000 d'autres projets, ce qui est tout à fait, normal. Et donc la solution, comme tu l'as dit, ça a été, vraiment de venir intégrer 2 personnes, de chez nous qui n'ont fait que traiter de l'accessibilité. Donc en fait, c'était des développeurs qui, dans leur, ticket, Jira, ils avaient, que de l'accessibilité à traiter, ils faisaient pas le reste, et donc ça a déjà permis de lever, énormément de points. Donc on continue la collaboration là-dessus, mais ça peut aussi être, une solution, au manque de ressources qu'on peut parfois avoir. Il y a des roadmaps, qui sont toujours, serrés où l'accessibilité du coup finit toujours par être dépriorisée. On a l'habitude, donc voilà, je pense que c'était important aussi de montrer qu'il y a d'autres exemples, d'autres choses à faire, selon la taille des équipes et les budgets évidemment. Hem, oui, non, je croyais que tu voulais ajouter quelque chose, pas de Non, non, souci. c'est tout pour moi. Et bien pour, terminer ce webinaire, est-ce que tu peux, nous en dire plus sur, alors tu l'as déjà un peu dit, mais la suite du projet? Quelles sont les ambitions futures? Beh, c'est lié à ce qu'on vient de dire, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, sur decathlon.fr, là, on rattrape, cette fameuse dette technique pour, faire en sorte qu'on ait un outil qui soit, plus accessible, qui soit, à la hauteur de nos ambitions. On ne peut pas continuer, comme ça, perpétuellement. Il faut que demain, l'objectif, ce soit que n'importe quel on en parlait tout à l'heure, n'importe quel,
page, n'importe quelle application, n'importe quel outil. On va parler aussi des bornes, on va parler, on a commencé aussi à travailler sur, certains sujets comme celui-là. Heu, Comment on va faire en sorte que tout ceci soit intégré? Donc finalement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte que demain, il puisse y avoir, heu, l'accessibilité numérique, heu, intégrée dans toutes les équipes, dans tous les services? Et d'ailleurs, je parle bien dans tous les services parce que, encore une fois, hein, il faut aussi, traiter les achats, ça veut dire aussi, au niveau des RH, gérer les formations et cetera. Là, on est sur un projet, voilà, on prend toute la population de l'IT et qui lève la main pour se former à l'accessibilité numérique et comment on va avancer par rapport à ça. Et là, encore une fois, ça va être, le rôle des référents que de porter ce projet-là, donc de se former à former. Voilà, pour que demain, accompagner les équipes et faire en sorte que, petit à petit, en interne, voilà, on puisse avoir, heu, une, un fonctionnement qui soit, le plus naturel possible. Je pense que c'est la vas-y, non, vas-y, je Ouais, t'écoute. donc c'est vraiment l'objectif de 2023, c'est cette montée en autonomie et c'est, comment on travaille ensemble, avec vous pour, faire en sorte que, petit à petit, on intègre cette compétence-là chez nous. Mmh. Je pense que Comment c'est ce qu'il y a de plus compliqué en fait, c'est comment est-ce qu'on maintient l'accessibilité? Parce que, faire les audits, finalement c'est plutôt facile. C'est voilà, c'est une prestation, on a un livrable et puis, voilà. Faire les correctifs, c'est une partie déjà un peu plus compliquée qui prend du temps, mais c'est plutôt sous contrôle aussi. Mais, en général, là où on a vraiment des points de blocage, c'est sur, comment je m'assure demain, parce que j'ai du turnover, parce que j'ai des gens qui sont pas formés, parce que ceci, parce que cela, que, bah, je sais pas moi, le jour où, je quitte, Decathlon, je suis, sûre que les gens qui vont reprendre derrière, ils vont pas, recréer de la dette et donc mettre à mal, tous les efforts que moi j'aurais fait, sur mon produit. Donc ça, c'est le gros sujet. Et ça passe par plein de choses. Effectivement, la formation, ça, c'est un truc, où on réfléchit aussi à se dire, bah, est-ce que quand on a une nouvelle personne qui arrive, que ce soit côté, design, côté IT, donc tous ceux qui sont concernés par le sujet directement dans l'opérationnel, que ces personnes-là soient automatiquement formées, que ce soit dans leur parcours de formation, dans leur parcours d'intégration. Le fait de mettre de l'accessibilité dans les rituels aussi, puisque avec la méthode agile et cetera, on peut distiller de l'accessibilité un petit peu partout. Créer de la documentation, ce qui est, du coup, une grande aide, d'avoir le design system, pour ça. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi à mettre en place sur, oui, faire les audits, c'est bien beau, c'est du one shot, mais comment est-ce que je fais pour, le faire en sorte que ce soit pérenne? Donc, on n'a pas encore toutes les réponses là. On en fera un en décembre 2023 peut-être pour vous donner, nos réponses sur ce sujet-là, mais en tout cas, il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. Je vois qu'il y a quelques questions. Alors, avez-vous prévu des interactions futures, des actions conjointes avec les personnes qui font de la recherche utilisateur chez Decathlon? Alors, si je comprends bien, alors effectivement, déjà, il faut savoir une chose, c'est que dans les formations que l'on distille, on a, différents corps de métier, qui sont touchés et qui nous permettent, par exemple, sur l'expérience client ou quoi que ce soit, d'être, le plus à l'écoute possible. Il y a une chose aussi, sur laquelle je voulais, revenir, c'est que, comme c'est compliqué de traiter d'être exhaustif sur l'ensemble des produits, ce que l'on doit développer, c'est l'écoute de nos utilisateurs. Donc, moi, j'ai de la chance finalement, là, ça rejoint ma deuxième mission qui est celui de travailler à la mission handicap, c'est comment je vais pouvoir m'adresser aux différentes personnes qui sont porteurs de handicap et leur demander est-ce que dans l'utilisation des outils que vous avez aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés ou pas. Et ça va nous permettre de cibler nos actions pour corriger l'outil et faire en sorte de tout de suite de d'améliorer, l'utilisation et donc d'être encore plus ouvert, au monde du handicap dans l'entreprise. Donc on a ce genre de choses, et puis on en a parlé tout à l'heure, il y a le côté aussi d'intégrer l'accessibilité numérique, ça fait partie du projet, dès, l'intégration de n'importe quelle personne. C'est-à-dire qu'on va les poser la question, demain tu as des nouveaux outils, tu vas t'en servir, on te les laisse prendre en main, mais on va revenir vers eux assez rapidement pour leur dire: «Mais quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Est-ce qu'on a des choses à modifier?»
pour faire en sorte de cibler, les différents, outils et surtout être dans le côté, heu, utilisateur, vraiment. Et puis après, ça vient mais ça, c'est encore une autre dimension. C'est que dans les offres que l'on a, que ce soit les produits ou que ce soit, les prestations, il y a beaucoup d'applications au niveau de qui sont des services, voilà. C'est là, dans le contenu de l'offre, comment on va pouvoir s'adresser aussi plus aux personnes en situation de handicap, les handisportifs et cetera. Donc comment on complète tout ça pour avoir une chaîne et puis, à terme, dépasser simplement le cadre du RG2A mais aller jusqu'à une offre qui soit, handi compatible, en fait. Mmh. C'est vrai que c'est une bonne idée de se dire, bah, finalement, plutôt que d'aller, essayer de chercher à l'extérieur des personnes, alors qu'on en a déjà chez nous, autant déjà capitaliser, puisqu'en général, ce sont des personnes qui sont, ouvertes, à faire des tests, parce que voilà, forcément, eux, ces personnes-là, ça va améliorer, leur utilisation. Donc, si on vient les questionner en leur disant: «Comment on peut faire pour améliorer ton quotidien?» En général, c'est des personnes qui sont plutôt ouvertes, et engagées. Et après oui, il y a aussi le côté, à l'externe où on peut aussi, mettre en place, des tests utilisateurs où on va inclure des personnes en situation de handicap dans notre panel. Ça, c'est encore un niveau au-dessus. Très honnêtement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu fait. C'est quelque chose que nous, on essaie de pousser chez Urbilog, mais qui demande, du temps, de la préparation. Ça se fait pas aussi facilement, que des tests utilisateurs, classiques. Mais moi, je prêche pour ma paroisse et forcément, c'est ce qui devrait pour moi, un panel utilisateur devrait comporter, des personnes en situation de handicap puisque c'est censé représenter, un public, voilà, en français ou autre. Donc il devrait y avoir des personnes en situation de handicap à l'intérieur, par défaut. Mais bon, ça viendra certainement, dans les prochaines, années. Hem, Juste OK. une chose pour Ouais, compléter, Maïs, ce que tu disais, c'est qu'en plus, si c'est facile, si l'utilisation, le service est facile pour une personne en situation de handicap, ce sera d'autant plus simple pour les personnes qui sont valides. Et donc, complètement. de ce fait-là, on est, à partir du moment où c'est bon pour, un utilisateur extrême, pour le reste, c'est nickel, hein. Donc voilà aussi comment, capitaliser sur l'accessibilité numérique pour l'ensemble des outils. Tout à fait et c'est vrai que c'est, quelque chose sur lequel on insiste, beaucoup, notamment quand on fait de ce qu'on appelle les restitutions d'audit. Donc quand on a fait un audit à une équipe et qu'on lui restitue, les résultats, on en parle beaucoup, hein, par exemple, souvent il y a des contrastes qui sont pas bons et on leur dit: «Mais, en fait, si vous réglez si vous augmentez, les contrastes de vos éléments, croyez bien que ça va vous servir à tous vos utilisateurs». Donc il y a plein de choses comme ça qui, au final, servent à tout le monde. Et je pense que c'est un des points sur lesquels il faut aussi beaucoup insister en disant que, vous travaillez pas que pour, alors certes, c'est quand même déjà 20 de la population, mais au final, vous travaillez presque pour 100 de la population. Enfin, je veux dire, ça bénéficiera forcément à tout le monde. Donc ça, c'est aussi un point important. OK, merci beaucoup Sylvain. Est-ce que je te laisse le mot de la fin peut-être? Alors, tu me cueilles comme ça. Heu, non, bah, moi, je voudrais, déjà remercier les équipes avec, lesquelles je bosse. Alors certes, mes référents déjà, ça c'est top de se sentir appuyé comme ça et puis parce qu'on voit aussi toute l'évolution du projet, hein, avec ce côté au début, alors j'étais pas tout seul, on était à 2, Maïs, mais voilà, il fallait aller taper à toutes les portes et cetera et petit à petit, bah, ça se diffuse. Les portes, généralement, elles nous sont grandes ouvertes quand même et ça, c'est top et donc c'est important aussi mais je pense que c'est assez général, aux entreprises, en fait. Il y a un côté, c'est à partir du moment où ça a du sens, les gens mettent de la bonne volonté. Après, il faut traiter ça intelligemment, effectivement. Il y a plein de projets, il y a plein de comment on rentre ça dans les runs, dans les roadmaps et cetera pour avancer. Mais si on sait faire ça en bonne intelligence, c'est top et moi, je suis vraiment content de, de ce qui a été fait et je suis plein d'espoir sur ce qui va être fait, parce que, je suis entouré de gens qui sont top et voilà mais aussi parce qu'on m'a permis de de démarrer ce projet dans les meilleures conditions possibles. Merci. Donc merci pour tout ça. Non, merci et effectivement, c'est une bonne remarque aussi, très souvent et j'en suis la preuve vivante. Moi, dans mon ancien, métier, j'ai fait de l'accessibilité aussi. Donc moi, avant, j'étais chef de projet, AMOA, et on m'avait confié le projet d'accessibilité numérique. Je vois bien que, c'était quand même compliqué parce que, bah, j'avais toujours
mon premier métier, classique. Donc c'est-à-dire que j'avais toujours de la prod à faire et en même temps, il fallait que je veille aussi à l'accessibilité numérique de tout le monde et en fait, c'était très compliqué et je pense que c'est peut-être, une bonne chose pour, essayer de lancer un peu le sujet, mais en fait, on se rend compte que quand on a quelqu'un comme toi qui alors tu as quand même 2 missions, mais qui est quand même dédié, une bonne partie de son temps à l'accessibilité, ça avance carrément plus vite et il faut pas se leurrer. Je pense qu'il y a tellement de travail à faire qu'on peut pas simplement se permettre de dire, «Je vais, mettre ça comme projet à quelqu'un qui a déjà plein d'autres trucs». Il faut vraiment dédier, surtout dans des boîtes comme Decathlon, une personne, à plein temps ou presque, sur le sujet tellement il y a de choses à faire. Donc si on veut que ça avance vraiment, il faut s'en donner les moyens. Il y a quelqu'un qui dit: «Merci pour votre partage, ça donne envie de vous rejoindre». Ah bah, voilà, Bah oui, je c'est tu fais Amandine. du Eh ben, recrutement. bienvenue Amandine. Non, bah, écoutez, en tout cas, merci à tous, d'avoir participé. Vous étiez, nombreux et ça fait plaisir. Donc merci pour tout. Je vous rappelle que le webinar est enregistré, donc on vous communiquera le replay et donc n'hésitez pas à le diffuser, à toutes les personnes, qui n'ont pas forcément pu y assister. Donc voilà, simplement un grand merci. Si vous avez des questions, je pense que vous avez moyen de nous contacter, via le lien d'inscription que vous aviez reçu. Sinon, vous tapez à la porte, de d'Urbilog et moi je vous redirigerai soit vers moi, soit vers Sylvain si selon vos questions. Mais pas de souci. En tout cas, on reste à l'écoute et c'est toujours un plaisir, de partager sur notre expérience. Le but, c'est vraiment, c'est pas juste de faire un webinaire pour faire un webinaire, c'est pour essayer d'insuffler, tout ça et de vous partager, le bon, le moins bon, les erreurs, les victoires et que ça serve vraiment derrière, pour vous. Donc voilà, pour ça, je vais arrêter de parler. Je vous libère, je vous laisse reprendre une activité, normale et surtout, bah, merci Sylvain pour ton temps et d'avoir accepté l'invitation à ce webinaire. Et puis nous, bah, du coup, on se retrouve la semaine prochaine, hein, pour continuer à bosser sur le sujet. Et puis pour tous les participants, on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Voilà, Merci beaucoup, bonne journée. merci à tous.